Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Patrick Roger. Le club de la presse d'Europe 1 reçoit ce soir l'ambassadeur de Russie en France, Dobredian, Alexandre Orlov. Oui, pour être plus correct, on dit Dobry вечер. Dobry вечер. Bonsoir, voilà, c'est ça. Avec vous jusqu'à 20h, on va vous demander si l'accord de Minsk 2 a une chance de déboucher sur une paix durable. Vous nous direz comment cet accord est perçu par les Russes et aussi vous nous aiderez à comprendre ce que veut vraiment Vladimir Poutine aujourd'hui. Et puis on vous interrogera aussi sur ce que vous pensez de l'initiative du couple franco-allemand sur ce dossier et vous nous direz quelles sont les vraies relations entre François Hollande et Vladimir Poutine. Pour vous interroger, je vous présente les trois grandes voix face à vous ce soir. Michel Cotta, Serge Julie et Robert Namias. Dobredian, les grandes voix. Bonsoir. Bonsoir. En français. Voilà. Mais alors, on va pas faire l'émission en russe, hein, quand même. non, quand même pas. Tovaric. Pas encore. Oh, bravo. Alors, Alexandre Orlov, le cessez-le-feu est donc prévu par l'accord de Minsk dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. Pensez-vous que ce cessez-le-feu sera parfaitement respecté? Beaucoup de gens sont sceptiques. Hein. Vous aussi? Non, je suis plutôt optimiste, mais je crois que l'important, ce n'est pas que le cessez-le-feu soit observé le premier jour, mais qu'il dure. Et pour cela, je crois que le vrai test des intentions des belligérants, des forces en présence, c'est-à-dire les troupes ukrainiennes et les séparatistes, comme on les appelle, ça sera le retrait des armements lourds, puisque c'est ça qui provoque la guerre, puisque c'est à partir de ces armes-là que les villes de l'Est de l'Ukraine sont bombardées, qu'il y a des victimes civiles. Et je crois que si on prend l'expérience des accords de Minsk qui ont été signés le 5 septembre dernier, justement, ils ont échoué en partie, puisque les armes lourdes n'ont pas été retirées. C'est le plus qu'il y a dans l'accord Minsk 2. Non, il y en a d'autres, mais il y a celui-là. Non, les deux points ont été prévus dans les deux accords, mais je crois que les accords qui ont été signés le 12 février à Minsk, par rapport aux accords du mois de septembre, ont deux choses importantes, qui sont vraiment d'une importance capitale. La première, c'est qu'il y a le calendrier. Pour chaque mesure concrète, il y a un calendrier. Par exemple, le cessez-le-feu doit prendre effet à 0 heure le 15 février. Le retrait des armes lourdes doit commencer 2 jours après, c'est-à-dire à partir de 17 février, et doit se terminer dans l'espace de 15 jours. C'est-à-dire vraiment pour chaque mesure, il y a des timings, de calendrier qu'on peut contrôler. Et deuxième élément important de nos accords, que cette fois-ci, il y a un mécanisme de supervision. Les quatre, les chefs d'État, mais aussi leurs représentants, et l'ESE qui est sur place, vont observer et contrôler l'exécution des accords. Satellites et drones. Tout est permis. Tout est permis. C'est quand même une avancée importante. Est-ce qu'il y a d'autres changements par rapport à Minsk 1? L'autre changement qui est aussi d'une importance très grande, c'est que aujourd'hui, comme garant de ces accords, il y a François Hollande et Angela Merkel. Ça, pour moi, je crois que c'est vraiment le plus important, que l'Europe, deux chefs d'État de plus grands États de l'Europe, se sont engagés personnellement pour mettre la fin à la guerre. Et ça, c'est capital. Monsieur l'ambassadeur, au-delà du calendrier, qui effectivement est beaucoup plus précis que dans les accords de septembre, il faut une volonté de part et d'autre pour qu'un cessez-le-feu soit respecté. Parce que des cessez-le-feu non respectés, dans tous les conflits, on en a connu des centaines et des centaines avant qu'un jour la paix n'arrive. Bon. Là, ce ne serait jamais que le deuxième réel. Pourquoi et comment aurait-il plus de chances d'être respecté que le premier, hormis cette question de calendrier? Je crois qu'il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, je crois que les belligérants se sont engagés devant, pas uniquement la Russie et l'ESE, mais devant l'Europe. Il tient beaucoup au respect de l'Europe, à la confiance de l'Europe. C'est déjà un facteur moral et politique très important. D'autre part, je crois que les hostilités sur le terrain ont bien montré que l'armée ukrainienne est incapable aujourd'hui de battre militairement les rebelles. Au mois d'août dernier, vous vous souvenez, il y a eu une contre-offensive des rebelles qui a fait échouer
l'offensive des troupes ukrainiennes, ce qui a amené Poroshenko à signer les accords le 5 septembre. À partir de janvier de cette année-là, alors les forces ukrainiennes qui se sont regroupées... Les rebelles, un peu appuyés par les Russes? Les rebelles, franchement appuyés par les Russes, moralement et politiquement par les Russes, sans doute. Oui. Alors... donc vous savez de quoi vous parlez quand vous dites qu'effectivement cette fois ça pourrait fonctionner. Politiquement, oui, bien sûr. Mais il y a un soutien, si vous voulez, mais pas du tout militaire. Et ils ont militaire, trouvé des munitions comme ça. Non, mais je n'ai pas terminé. Alors, maintenant, après cette nouvelle offensive des Ukrainiens, il y a eu une contre-offensive des rebelles qui ont encerclé actuellement à Debaltsevo, pas loin de Donetsk, entre 6 et 8 000 de militaires ukrainiens qui sont encerclés. C'est-à-dire, encore une fois, leur offensive a échoué. Alors, ils doivent quand même comprendre que militairement, c'est une impasse, et plus on fait la guerre, tout simplement, il y a plus de morts de deux côtés. Michel Cotta. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur, des sanctions renforcées du côté de la Russie, et aussi l'état économique catastrophique de l'Ukraine, qui incite quand même, s'ils ont un centimètre de raison, les deux pays à respecter l'accord de paix? Je pense que ça joue différemment sur la Russie et sur l'Ukraine. Sur la Russie, sans doute, la Russie souffre des sanctions économiques, mais ce n'est pas du tout dramatique. Quand même, une baisse, la baisse du rouble est surtout due aux baisses du prix du pétrole. Les sans deux doute, conjugués, ça ne peut pas aider. Coïncidence malheureuse, c'est vrai que l'économie on y reviendra sur ces conditions, parce que la vie est quand même difficile. Traverse une époque difficile. Mais pour l'Ukraine, je crains que c'est le contraire, puisque une fois la guerre est arrêtée, le peuple ukrainien verra dans quel état catastrophique se trouve l'économie de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, tant que la guerre continue, ça permet au gouvernement de consolider la population face à l'ennemi. Une fois la trêve est venue... Vous pensez que la déstabilisation va venir après ? Je pense que ça risque un jour exploser, puisque la situation est vraiment catastrophique. Je voudrais vous poser une question un peu en amont. Est-ce qu'il y a eu un engagement sur le calendrier de négociation entre l'Union européenne et l'Ukraine pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Est-ce que ça a été repoussé au calendrier grec? Est-ce qu'il y a eu un engagement verbal au cours de ce sommet? Est-ce qu'il y a eu... Même chose pour l'OTAN. Hein, oui. Non, ces questions n'ont pas été débattues. Ces questions n'ont pas été débattues. C'est ce qu'on dit dans les... Quand même, non. Alors, je ne parle pas de la délégation, évidemment, mais du côté français, cette question est un peu tabou, mais enfin pas totalement. Non, pas du tout tabou, au contraire. Moi, je crois que ces questions n'ont pas été abordées à Minsk, puisqu'on savait d'avance la position de François Hollande et de Merkel. Ils ont dit publiquement avant que l'Ukraine, au moins aujourd'hui, n'a pas de place ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Alors, mais ça, c'était votre question principale. Non, ce n'est pas du tout notre question principale. Mais pour nous, c'est important. Surtout pour l'OTAN. Pour l'Union européenne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient. Mais l'OTAN, c'est différent. Allez, on va marquer une petite pause. Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France, est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 20h dans le Club de la Presse. Pour réagir au Club de la Presse d'Europe 1, #E1Soir.